Avec la deuxième table ronde. Vous allez comprendre à mon accent, je suis un des volets internationaux de la plateforme. Michel Rochefort, Université du Québec à Montréal. Ce deuxième panel parle de façon plus précise sur la notion de la capacité des petites et moyennes agglomérations à innover et à maintenir ou créer de l'attractivité. On en a parlé un peu ce matin. On a vu dans le préambule de la conférence que certains éléments peuvent être utilisés comme levier par les villes pour venir créer cette innovation, dont la transition écologique, les nouvelles façons de travailler, le retour à certaines formes de productivité. On a souligné aussi la capacité des villes à activer les ressources territoriales latentes. L'année dernière, la plateforme s'est tenue à Montréal et on a vu que les notions de développer un leadership local, faire émerger une démarche endogène, renvoyaient beaucoup à la notion de faire émerger une culture entrepreneuriale au niveau des acteurs d'une ville. Ce qu'on appellerait aussi au Québec la notion d'empowerment des acteurs locaux au niveau de ce développement endogène pour innover, pour attirer, pour maintenir le rôle de la centralité. Les 5 prochaines conférences qu'on va avoir et qui vont vous être présentées au fur et à mesure vont permettre d'apporter un certain éclairage à la fois politique, institutionnelle, géographique, économique sur ces notions d'innovation et de capacité des villes à attirer et à innover. Le format qu'on va prendre, c'est à peu près le même format où on va avoir des présentations de 10 à 12 minutes. Après 10 minutes, je vais vous faire signe que vous avez 2 minutes pour conclure. Pour la suite, prendre, après les 3 premières présentations, un premier échange avec la salle pour finir avec les 2 présentations et un deuxième échange pour rendre ça un peu plus dynamique. Nous allons présenter les conférenciers au fur et à mesure et je laisse la parole à ma co-animatrice pour la présentation des intervenants. Oui, voilà, donc je vais vous présenter nos 5 intervenants sur cette table ronde, donc, dont vous avez deviné que nous avons un intervenant en visioconférence qu'on est en train de mettre en place. Donc, tout d'abord, je vais procéder de gauche à droite. Guy Baudel, donc, qui est géographe, professeur à l'Université de Rennes 2, agrégé, spécialiste du développement territorial en France et en Europe, et donc qui connaît bien le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'il a fait sa thèse sur le système spatial de la mine dans le bassin minier. Ensuite, donc, nous avons Christine Nifog, qui est géographe, maître de conférence au laboratoire TVES à l'Université de Lille, et spécialiste de géographie économique. Donc, elle est associée ou dirige nombre de programmes de recherche sur les tiers-lieux dans les villes moyennes, donc principalement sur la question des espaces de coworking. Ensuite, donc, nous avons Hélène Peskin qui s'est présentée tout à l'heure, mais je le rappelle, qui est secrétaire permanente du PUCA et donc qui accompagne la mise en place de différents outils de politique publique comme Action Cœur de Ville, mais d'autres encore, et puis également de programmes de recherche comme POPSU Territoire qui s'intéressent aux petites et moyennes villes. Et puis enfin, donc, Flavie Ferchaud, qui est maître de conférence à Marne-la-Vallée, et donc qui a fait une thèse sur les lieux de fabrique numérique, à Gand, Bruxelles, Rennes et Toulouse. Voilà, vous pourrez compléter vos présentations individuellement. Et puis nous aurons donc Maxime Huré qui sera en visioconférence avec nous tout à l'heure, donc qui nous entend et donc qui est chercheur en sciences politiques, donc maintenant maître de conférence à l'université de Perpignan via Domitia, et qui a travaillé donc avec d'autres chercheurs, dont certains sont ici apparemment, sur donc cette grosse recherche l'ANR Altergross sur la décroissance urbaine, et qui donc s'est aussi intéressé aux politiques de gratuité des transports collectifs dans les villes moyennes. Voilà. On va peut-être commencer par donner la parole à Hélène Peskin, donc, en vous posant donc, cette question de l'innovation. Comment aujourd'hui vous traitez la question de l'innovation au PUCA ? Merci. Alors, cette question d'innovation, elle est un peu au cœur finalement de ce qu'a été le plan urbain, de ce qu'a été le plan construction et de ce qu'est aujourd'hui le plan urbanisme, construction, architecture, pour
les plus anciens d'entre vous, peut-être vous avez connu les générations précédentes, c'est une organisation assez souple, mais qui a été toujours à la recherche de compréhension, évidemment, pour aider à l'action des pouvoirs publics et privés, d'ailleurs, et des décideurs privés dans la vie et la construction, mais en cherchant les points d'anticipation ou d'émergence, justement, de défis, de sujets, de politiques publiques nouvelles ou de modalités et de démarches d'action publique innovantes. Et donc, finalement, c'est un fil rouge assez ancien de l'activité du plan, que cette notion d'innovation. Après, on le verra, j'imagine, dans les interventions savantes qui vont suivre la mienne, mais évidemment, ça peut recouvrir beaucoup de réalités, cette question de l'innovation. On a énormément de partenaires privés, par exemple, dans le monde de la construction, qui en font un peu un outil marketing, comme on a eu du greenwashing, on a un peu du innovation washing, à la fois d'ailleurs dans le monde privé et dans le monde des collectivités, hein, il faut le dire, ça a été aussi, et c'est aussi encore aujourd'hui un peu un outil de marketing urbain que de dire qu'on lance des démarches innovantes. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le PUCA a une recherche en cours qui s'appelle la gouvernance des villes de et par l'innovation, qui cherche justement à décrypter un petit peu sur 5 cas d'école cette question de l'injonction d'innovation finalement et de la manière dont elle percole un certain nombre de dispositifs, qui soient dans l'organisation même des territoires, et je pense en particulier à la métropole de Lyon qui en a fait un vrai sujet de réorganisation interne, toute cette question des données et de qu'est-ce qu'on fait des données pour nos citoyens. Et puis parfois plus dans une dimension, encore une fois, de label ou de marketing. Alors pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne crée pas des choses, et on le verra, et peut-être d'ailleurs que les villes moyennes et petites auront aussi à découvrir à travers cette démarche innovante des sujets et des programmations urbaines qu'elles n'avaient pas forcément anticipées. Mais voilà, il faut se garder de considérer l'innovation de manière... enfin, en tout cas, il faut s'interroger sur ce qu'elle recouvre, puisque parfois, elle ne recouvre pas finalement des vraies révolutions, des vraies transformations, comme on pourrait l'imaginer. Et puis, il y a une partie de l'innovation qui finalement, notamment portée par le numérique, est très, comment dire, j'allais dire disruptive, mais c'est un mot un peu trop à la mode, donc je vais le retirer. En tout cas, qui vient se confronter frontalement aux politiques publiques, et notamment toute la question des plateformes. Hein. Et donc, il y a aussi une espèce de question de régulation de cette innovation et de la manière dont elle interfère avec l'administration publique, notamment dans l'espace public, dans les politiques du logement quand il s'agit d'Airbnb, dans les politiques de mobilité quand il s'agit des navigateurs intelligents, dans les politiques de circulation et d'utilisation des espaces publics en général. Et donc, voilà, il y a aussi une forme de menace de cette innovation un peu trop intrusive, finalement, dans ce qui, traditionnellement, en tout cas en France, était régulé beaucoup par les pouvoirs publics, dans l'administration urbaine et dans les projets urbains eux-mêmes. Et puis, il y a de l'innovation, au-delà de cette question numérique, qui est souvent rattachée très directement au terme d'innovation. L'innovation dans les démarches et dans les partenariats. Et là, c'est encore un sujet, je vais y revenir, mais qui peut intéresser beaucoup des villes petites et moyennes. Ce qui émerge dans les métropoles, en tout cas en France, depuis 5 à 10 ans, c'est le partenariat public-privé qui se développe à l'échelle urbaine, avec notamment l'ambition des majeures françaises de devenir des urbanistes, d'une certaine manière, des fabricants de villes au sens de macro-lots et de morceaux de villes quasiment exploitation comprise, hein, avec le contrat de performance sur l'outil énergétique, l'outil social, la conciergerie, etc., qui va derrière. Et donc, ils développent des modèles d'affaires qui vont bien au-delà de couler du béton et de construire des immeubles. Ça, c'est très, très caractéristique aujourd'hui dans les métropoles. Et parfois, c'est très assumé même par les donneurs d'ordre publics métropolitains. Mais au-delà de cette formalisation d'un partenariat public-privé un peu clé en main et un peu presque imposé par un modèle économique qui est séduisant pour un certain nombre d'élus, on a aussi tout un tas de formes de partenariats d'acteurs privés beaucoup plus modestes, des collectifs d'artisans, d'habitants, de commerçants, qui finalement deviennent eux-mêmes des investisseurs dans la ville, commencent à porter des projets. Et c'est plutôt dans cette forme-là de projet un peu bottom-up et très accroché au territoire, finalement, que j'imagine que pourrait se placer l'innovation dans les villes petites et moyennes. Qui, bon, pourtant, pour un certain nombre d'entre elles, espèrent aussi, évidemment, qu'un certain nombre de gros acteurs, de grosses interventions privées puissent investir leur territoire. Mais
bon, pour être aujourd'hui chargé de coordonner un programme qui s'appelle Réinventons les cœurs de ville dans les cœurs de ville moyennes, je pense qu'on sera plus surpris et sans doute ce sera plus intéressant et plus résilient par des interventions. Alors pas forcément locales au sens d'acteurs locaux, régionaux, traditionnels, mais en tout cas issus plutôt d'un monde ou d'un milieu qui est d'une nature peut-être plus modeste ou plus sectorielle. Et on en voit déjà apparaître un certain nombre, et c'est d'ailleurs l'expérience de Dunkerque, qui est déjà ancienne sur le réinvestissement de nouvelles fonctions dans le cœur de ville, montre que c'est aussi ce type de programme-là qui prennent place. On voit beaucoup d'éco-pôles, d'artisans, finalement de filières économiques qui se structurent dans des lieux, et ces lieux... alors j'aime pas beaucoup l'expression de tiers-lieux, bien que le gouvernement vienne de lancer un grand appel à manifestation d'intérêt sur les tiers-lieux, mais je ne sais pas très bien ce que c'est les tiers-lieux. Enfin bon, disons de lieux hybrides avec des fonctions multiples qui sont à la fois un peu showroom, à la fois un peu espace de démonstration, à la fois un peu espace commercial, mais pas forcément avec une rentabilité commerciale immédiate au sens d'une boutique franchisée, disons, ou d'un café. Voilà, tous ces espaces un peu intermédiaires et hybrides, en tout cas manifestement, ils commencent à émerger. Une des difficultés qui se fait jour assez vite, c'est que le modèle économique est fragile, c'est-à-dire à un moment donné, ils ont le soutien de la collectivité, ça leur permet de vivre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Ils ont le soutien d'une filière, d'un acteur, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers et d'artisanat, et puis 1 an et demi, 2 ans après, c'est plus le cas. Donc il faut aussi avoir en tête que cette notion d'innovation, elle peut conduire à des échecs, voilà, des étapes, et que c'est pas pour autant, enfin des échecs au sens commercial, c'est-à-dire le modèle ne perdure pas, et c'est pas pour autant un échec au sens urbain, si je peux tenter cette formule, c'est parce que c'est quand même déjà une réutilisation, un réinvestissement d'un espace, notamment dans ces cœurs de ville un peu désertés, qui redonne une fonction à l'espace public aussi, éventuellement à un milieu commercial aux alentours, qui fait redécouvrir à des habitants des lieux auxquels ils avaient perdu l'habitude de se rendre. Et donc il peut y avoir aussi cette notion d'étape temporelle qu'on voit apparaître beaucoup dans l'urbanisme transitoire, qui fait que même si une fonction ne perdure pas, elle préfigure une future fonction, voire une affectation, voire un retour d'affection, y compris pour des investisseurs plus institutionnels dans ces mêmes espaces. Alors c'est très difficile à accepter ce temps long, notamment dans un mandat d'élu. C'est très compliqué de faire face à l'échec d'un projet qu'on a soutenu. Je pense en particulier à tous ces tiers-lieux et tous ces lieux un peu de concentration d'activités qui sont quand même aussi des espaces de vie qui du coup redonnent un sentiment de vivre ensemble et de cohésion sociale dans ces territoires. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que qu'il faut forcer la main dans cette direction, mais il faut peut-être quand même mieux accepter, parce que la vie d'aujourd'hui est beaucoup plus mobile et mouvante qu'elle a pu l'être dans le passé, qu'il y a des étapes au réinvestissement de ces espaces de centre-ville. Et notamment les rez-de-chaussée, mais ça a été déjà beaucoup dit jusqu'à maintenant, dans le cadre de l'Action Cœur de Ville donc, et du programme Réinventons, on va proposer à des groupements, comme pour les autres projets Réinventons, des groupements d'investisseurs, de concepteurs et de promoteurs privés, d'investir des lieux qui ont été proposés au concours par les villes moyennes du programme Action Cœur de Ville. Un certain nombre de ces lieux sont des espaces commerciaux désaffectés. La question de comment on occupe un rez-de-chaussée, l'étage de la rue, avec éventuellement autre chose qu'une vocation purement commerciale au sens marchand, est ouverte. Et moi, je pense que, notamment dans les habitats, enfin en tout cas des immeubles qui en étage ont des habitats anciens de centre-ville, une reconstitution complète de l'offre rez-de-chaussée et étage est tout à fait pertinente. Et il faudra sans doute qu'on creuse un peu ces sujets-là dans le cadre de ce programme Réinventons. Et puis on a listé aussi dans ces cœurs de ville un certain nombre de lieux un peu emblématiques, notamment les quartiers de gare ou voire les bâtiments de gare eux-mêmes, dans lesquels on sent que pourrait se focaliser un certain nombre de fonctions nouvelles ou d'opérations originales. Ces gares, d'ailleurs, que les villes en question soient attractives ou pas, elles sont de toute façon des lieux de passage importants. On voit bien que justement dans les périphéries de métropole, puisque le PUCA travaille aussi beaucoup sur les métropoles, notamment dans la plateforme POPSU, mais sur le rôle d'interrelation entre les métropoles et ce qu'on appelait les métropoles et les autres, donc tout un territoire, un hinterland. On voit dans des cas
un peu comme Dunkerque avec Lille d'ailleurs, mais aussi à Toulouse, on travaille sur cette question des villes un peu satellites. À Bordeaux, on voit que l'effet de surenchérissement du foncier et de l'immobilier du centre-ville est en train de déporter, entre guillemets, des gens vers des villes moyennes en périphérie qui sont très bien reliées par les transports régionaux, type TER. Donc, bon, voilà, ces interfaces gares entre des cœurs métropolitains qui concentrent certaines fonctions, des cœurs de centralité intermédiaire qui en concentrent d'autres, sont certainement des lieux très spécifiques de cette innovation dans les centres-villes et dans lesquels on voit d'ailleurs se développer un certain nombre de programmes. Et puis, je veux dire, en termes de thématiques... Pardon. Oui, le 10 minutes. Oui, pardon. Je termine juste là-dessus. Je voudrais juste venir sur le sujet de l'habitat. Ça a été dit un peu ce matin aussi par les élus. Et c'est beaucoup, d'ailleurs, dit dans les cercles des rencontres d'Action Cœur de Ville. Il y a une demande très forte de faire revenir des familles dans les centres-villes pour faire revenir de la vie, puisqu'effectivement, il y a eu un mouvement de déplacement en périphérie des familles. Or, on se rend compte pour les opérations qui ont commencé à être développées dans ces secteurs que c'est plutôt pas des familles qui s'installent dans les opérations d'habitat innovantes, on va dire des cœurs de ville en l'occurrence, mais plutôt soit des jeunes couples, soit une forme de population un peu nomade qui ne passe pas sa semaine éventuellement là, mais qui en passe une partie, etc. Soit une génération qui se développe et qui va être amenée à se développer, qui est celle plutôt des jeunes retraités ou des vieux actifs, je ne sais pas comment les appeler, mais qui ne sont pas encore des personnes âgées, qui justement reviennent dès lors que l'offre culturelle, l'offre d'espace public, l'offre de commerce de proximité dans le centre-ville a été renouvelée, qui reviennent vers ces centres-villes et qui donc sont plutôt à la recherche de formes d'habitat avec service, de béguinage, voilà, d'opérations qui ne sont pas évidemment pas des maisons de retraite, qui ne sont pas non plus des maisons individuelles, qui permettent une vie collective, qui permettent des rencontres, qui sont voilà, adaptées à leurs besoins nouveaux de personnes encore très actives, mais éventuellement plus disponibles et peut-être plus seules aussi, qui sont à la recherche de sociabilité. Voilà. Merci Hélène Peskin. Alors, en effet, vous parlez dans votre intervention du lien aussi entre ces grandes métropoles et ces villes satellites, et puis de l'innovation dans les démarches et les partenariats qui sont de nature différente entre les grandes métropoles et les villes moyennes. Guy Baudel, vous avez travaillé sur cette différence entre l'innovation et la capacité d'innovation en fonction des tailles des villes. Je vais vous laisser intervenir. Oui, voilà. Et je me suis focalisé sur la dimension la plus classique de l'innovation, à savoir l'innovation scientifique et technologique, même si, comme Hélène Peskin vient de le montrer, l'innovation n'est pas que scientifique et technologique. En géographie, on estime même que n'importe quel phénomène nouveau qui apparaît dans l'espace est une innovation. Oui, merci. Alors, ce que dit la littérature scientifique, c'est que l'innovation est largement un monopole métropolitain. C'est même ce que j'ai appris comme étudiant. C'est ce qu'on appelait la fonction incubatrice des métropoles. Incubatrice, ça vient du mot accoucher. Donc la métropole, par excellence, c'est celle qui accouche d'innovation. Et c'est une image qu'on trouve déjà dans le terme métropole. Mater, c'est la mer, par rapport aux colonies. Et c'est une image qu'on retrouve aussi dans les travaux de recherche plus récents. Nursery cities, c'est-à-dire des villes maternelles, c'est-à-dire des villes qui accouchent précisément d'innovation. Alors pourquoi ? Eh bien parce que plus une ville est grosse, plus elle est dense, et bien plus il va y avoir d'échanges entre ces acteurs économiques, entre ces agents, et cette interface, ce face-à-face, c'est favorable à l'innovation, nous dit la théorie, ce qu'on appelle la maximisation des interactions. Et c'est ce qui justifie un certain nombre de politiques publiques, de la part, par exemple, du Conseil d'analyse économique, qui est un conseil placé auprès du gouvernement et qui recommande donc d'encourager le développement des métropoles, précisément parce qu'elles sont plus innovantes et donc que ça va créer donc plus de richesses qu'on pourra redistribuer ensuite. Et dans le petit ouvrage d'Alain Bourdin publié récemment, on a la même idée, Alain Bourdin, sociologue, urbaniste, selon laquelle les tiers-lieux, dont on va parler pourtant dans 2 secondes, eh bien, seraient un attribut exclusif des métropoles, comme si ces tiers-lieux n'allaient pas se diffuser à des espaces de moindre taille. Alors, en réalité, si on regarde de façon plus empirique, on constate qu'heureusement, il n'y a pas d'apanage.
de l'innovation technologique ou scientifique propre aux métropoles. Alors c'est ce que défendent comme idée Olivier Bouba-Olga et Grossetti, y compris dans un petit ouvrage que vous aviez sur le présentoir tout à l'heure. De manière provocatrice, ils dénoncent l'addiction à la cam, c'est-à-dire que les politiques publiques seraient fascinées par cette propension, peut-être cette exclusive, de l'innovation réservée aux métropoles. Alors si on regarde de plus près, par exemple, un indicateur classique qui est celui des publications scientifiques, eh bien on s'aperçoit que cet indicateur est indépendant de la taille des villes où se situent ces laboratoires. Tout simplement, plus le laboratoire compte de chercheurs, plus surtout il a un budget important, et bien plus il va innover. Ce qui est assez logique au fond, et donc que ce laboratoire soit situé sur le plateau de Saclay ou dans une petite ville universitaire américaine, au fond, ses capacités d'innovation sont équivalentes. Alors, bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, l'innovation n'est pas que technologique. Par exemple, les zones 30 ont été instaurées dans toute l'agglomération de Lorient. C'est une innovation qui est née aux Pays-Bas, les zones 30. Mais son application à l'ensemble d'une agglomération, c'est une innovation. La gratuité des transports en commun, c'est une innovation. Et Hélène Peskin en a cité beaucoup. Maxime Muret, dans un instant, va en citer d'autres. Alors, si je m'en tiens, pour le coup, à l'innovation technologique, eh bien, la ville la plus innovante d'Europe, c'est Brunswick, en Allemagne, qui est une ville de 250 000 habitants. C'est là que vous avez la plus forte concentration d'investissement en recherche et développement rapportée à la production de richesses. Alors évidemment, il y a beaucoup d'entreprises importantes qui expliquent cela, mais vous avez aussi d'autres villes très innovantes qui ne sont pas pour autant de très grandes villes, tout simplement parce qu'elles concentrent un grand nombre de laboratoires comme Cambridge, Oxford ou Louvain-la-Neuve, pas loin d'ici. Alors vous avez aussi le cas suisse qui est intéressant parce que c'est un pays déjà polycentrique. Mais si vous regardez, même si l'image n'est pas très bonne, les villes en rouge, celles qu'on appelle les high-tech towns, et les villes intensives en savoir en jaune, vous voyez qu'il y en a dans la campagne, à la frontière du Jura, près de Saint-Gallen, qui est une toute petite ville, près de Lucerne, qui n'est pas une grande ville non plus, et même dans le Valais suisse. Donc vous avez des villes moyennes et petites qui peuvent très bien être des lieux de haute innovation. Si je regarde un très bon indicateur qui est celui de la production de brevets, si vous inventez un produit, vous devez le protéger par un dépôt de brevets, on s'aperçoit que l'Allemagne du Sud est la championne du monde, elle innove encore plus que la Californie. Le Bade-Württemberg et la Bavière sont les régions les plus innovantes du monde, et ce sont des innovations qui ont lieu dans des villes petites et moyennes. Et pas seulement dans les grandes villes. Ça se voit aussi au Danemark, en Suède ou en Finlande, où des toutes petites localités, bien dotées d'entreprises innovantes et en laboratoires de recherche, ont des capacités d'innovation très importantes. Alors, ce n'est pas uniquement le cas de l'étranger. Nous avons aussi en France des villes qui sont très dynamiques parce qu'elles innovent. J'en ai listé quelques-unes qu'on retrouve dans un certain nombre de travaux récents. Par exemple, Vitré. Vitré, c'est une petite ville pourtant. C'est une petite ville industrielle sur laquelle nous travaillons grâce au programme POPSU PUCA, à côté de Rennes. Eh bien, vous aviez un leader mondial des puces animales qui vient d'être acheté par une entreprise californienne pour plus d'1 milliard $. Donc on peut innover dans une petite ville. Il n'y a absolument pas d'interdiction ni d'empêchement majeur. C'est ce qu'a montré la thèse de Talek, Jocelyn Talek, à propos de 4 villes moyennes, Quimper, Fougères, Alès et Albi. Et même dans de toutes petites villes, comme l'Estrême, j'ai pris un exemple régional, l'Estrême, vous avez un leader mondial de la fabrication d'amidon, pas très connu, pas très sexy, Roquette. N'empêche que Roquette a déposé pratiquement 30 brevets l'année dernière, d'après l'Institut national de protection industrielle, l'INPI. Et donc c'est la deuxième place de toute la région des Hauts-de-France. Donc ce n'est pas Lille, ce n'est pas une grande métropole, c'est simplement cette entreprise est très innovante et quel que soit le lieu où elle est implantée, finalement, elle conserve ses capacités d'innovation. Alors, quels seraient donc les défis pour les villes moyennes? Alors d'abord, bonne nouvelle, on constate que les innovations ont tendance à se diffuser hiérarchiquement, c'est-à-dire depuis le sommet de la hiérarchie urbaine vers la base. On aurait pu prendre l'exemple des technopoles hier, les espaces de coworking, on va le voir dans un instant, aujourd'hui et demain.
et mercredi à Saint-Omer, peut-être les start-up demain qui sont encore très métropolitaines. Autre élément important qu'on a déjà évoqué, c'est qu'il n'y a pas de développement unique de modèle prêt à l'emploi pour favoriser cette innovation dans les villes moyennes, donc je n'y reviens pas. Il convient donc d'avoir une stratégie assez plastique, souple, mais on peut quand même identifier deux enjeux importants d'après les travaux de recherche. D'abord, l'emploi du conjoint, parce que le marché du travail dans les villes moyennes est relativement faible. Donc travailler sur l'emploi du conjoint pour attirer les actifs dont on a besoin pour le système productif local, c'est un point très important. Et deuxième point de faiblesse pour les villes moyennes, c'est la formation. Si on veut qu'on innove, il faut évidemment avoir des personnels qualifiés. Et on constate, d'après certaines enquêtes, qu'il y a un potentiel d'attraction des villes moyennes auprès de ces fameuses classes créatives, telles que les a dénommées Florida, puisque d'après une enquête menée en Europe, auprès de ces fameuses classes créatives, on constate qu'elles sont beaucoup moins mobiles qu'on ne le pensait. Elles sont très enracinées. Pourquoi est-ce que vous vivez dans cette ville? Ont répondu ces classes créatives européennes. Parce que j'y suis né, parce que j'ai de la famille ici, parce que j'ai étudié ici, parce que j'ai des copains. Et on arrive seulement au cinquième point, j'ai déménagé à cause de mon emploi. Voilà, et la taille de la ville n'est que le deuxième facteur, évoqué par un cinquième seulement des enquêtés. Dernière remarque, il ne faut pas pour autant, comme je donne peut-être l'impression de le faire, opposer les métropoles aux villes moyennes. Vous avez un certain nombre de succès économiques de villes moyennes qui ne s'expliquent que par leur interaction avec les métropoles. J'ai donné quelques exemples. Le Choletais, qui était un tissu productif en difficulté, s'en est sorti grâce à la proximité de Nantes. On pourrait citer Lannion et Rennes, ou même le district industriel flamand de Flandre occidentale autour de Courtrai et Roulers, qui utilise les ressources de Bruxelles et même de Lille. Donc l'idée, c'est que métropoles et villes moyennes font système. Elles ont des ressources complémentaires, on l'a dit déjà ce matin. Elles ont intérêt à travailler ensemble, sachant que la ville moyenne est une ville intermédiaire, ça a déjà été dit, qui remplit souvent une fonction d'intermédiation, c'est-à-dire d'échange. On pourrait faire un jeu de mots sur la ville moyenne en allemand. Mittelstadt, Mittelstadt, c'est la ville moyenne, mais c'est aussi la ville au milieu, la ville pivot, finalement, qui assure un certain nombre d'interactions entre des villes de différentes tailles. Voilà, et donc il faut travailler en réseau. C'est déjà le cas, les entreprises travaillent en réseau. Une thèse l'a montré pour la Bretagne Sud, sur Quimper, Lorient et Vannes. On est en périphérie, on est dans des villes moyennes, mais les entreprises compensent en travaillant donc en réseau. Et les villes moyennes sont elles-mêmes inscrites dans des réseaux. C'est ce qu'a montré donc la recherche conduite pour le CGET par les collègues géographes, qui vous montre bien avec un certain nombre d'indicateurs qu'on ne peut pas isoler les villes moyennes des métropoles avec lesquelles elles sont en interaction spatiale, ce qui explique pourquoi on a des sous-systèmes régionaux, des plaques territoriales, comme l'a rappelé Marc Dumont tout à l'heure. Et donc on a besoin d'avoir ça en tête quand on produit une politique pour les villes moyennes et l'innovation. Oui, peut-être juste une petite intervention. Après, je peux passer la parole à la troisième. Dans les deux premières, on a parlé justement de la notion, je ne sais pas où le micro fonctionne, la notion de faire émerger, des éléments de la base, donc bottom-up. Et dans votre présentation, à la fin, on voit que la notion de réseau et de lien entre les villes n'est jamais très loin. Souvent, dans la littérature, on voit vraiment ce système où endogène est valorisé d'un côté, mais on se rend bien compte que le réseau n'est jamais très loin. Ça peut être intéressant de revenir là-dessus avec les autres présentations aussi. Dans la littérature, tout le temps un choix qui se fait entre les deux, mais on voit très bien que
malgré tout ce qu'on dit, la logique un peu de localisation des réseaux, des échanges, semble se maintenir. Un peu, je ne sais pas si vous voulez intervenir tout de suite ou plutôt dans... Oui, vous avez tout à fait raison, monsieur. On peut prendre l'exemple justement de la Flandre occidentale belge, qui est un exemple très connu de district industriel. Il y a 3% de chômage seulement à Roulers et à Ypres. Mais quand vous interrogez ces acteurs, comme on l'avait fait pour la data, ils nous expliquent que leur système, qui est très ouvert sur le monde, bien qu'il soit endogène, c'est des PME locales qui se sont développées, a besoin des services de haut niveau de Bruxelles, de l'aéroport de Bruxelles, de la gare TGV de Lille, des services portuaires et commerciaux d'Anvers. Donc on ne peut pas isoler, séparer un développement qui serait endogène, enraciné de son ouverture et de son insertion dans la mondialisation. Parce qu'en même temps, quand on est dans ces villes, on se rend compte que les outils ne sont pas là pour faire ces collaborations. Qu'en fait, même si les élus ont le souhait de le faire, finalement, leurs équipes ne disposent que d'un SIG, ça a l'air idiot, mais d'un SIG qui ne dépasse pas les frontières de leur agglomération, de leur communauté de communes, qui n'ont pas les données économiques qui correspondent aux territoires plus vastes ou aux territoires d'influence. Alors, à moins qu'il y ait des agences d'urbanisme, mais il n'y en a pas partout en France, finalement, cette représentation d'un territoire qui peut collaborer, elle est pas si évidente que ça à obtenir pour en parler, et donc pour se projeter. Et nous, moi j'étais frappée, je reviens très rapidement sur le programme Réinventons les cœurs de ville, dedans on avait une centaine de villes candidates, et en l'occurrence un système territorial vraiment de proximité entre Rochefort, Saintes et Cognac, qui sont 3 villes du littoral atlantique, un petit peu dans l'interland atlantique. Et elles se sont vues sur la carte. Et je me rappelle très bien que l'élu de Rochefort m'a dit, mais finalement, on aurait peut-être travaillé avec Cognac et Saintes, qui sont effectivement sur une carte de France, exactement juste à côté. Mais donc, jusque-là, ils ne s'étaient pas du tout projetés dans leur stratégie de cœur de ville en complémentarité. D'autant moins qu'évidemment, comme il y a cet effet cœur de ville, ça ramène vers le centre-ville. Et donc, on est un peu dans l'entre-soi du centre-ville. Et donc l'idée qu'il puisse y avoir des programmes communs à 3 villes moyennes d'intérêt commun, finalement, dans un système territorial cohérent, est apparu brutalement sur la carte. Donc je pense qu'il y a quand même un sujet d'outils et de représentation. On va passer à la 3e conférence qui va nous parler, je crois, si je retrouve bien... Des tiers-lieux. Christine, tu vas nous parler de l'innovation dans les villes moyennes à travers... Oui et non. D'accord. En fait, oui et non, parce qu'effectivement, quand je me suis posé la question de ce que j'allais bien pouvoir dire aujourd'hui sur les villes moyennes, finalement, je suis arrivée à ce titre-là, en réfléchissant sur innovation. Je dis oui, bon, l'innovation dans les villes moyennes, ça fait 25 ans que je travaille sur cette question-là. Comme on l'a vu ce matin, et comme l'a rappelé Marc Dumont, effectivement, ce n'est pas nouveau de travailler sur l'innovation, de travailler sur les petites villes, les programmes de rénovation urbaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire, quoi ? J'ai l'impression de répéter ce que je dis à mes étudiants depuis 25 ans. Donc, alors, peut-être que ce qu'il y a de nouveau, ce n'est pas tant l'innovation que l'injonction à la transition, aux transitions numériques, écologiques, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais réfléchir un peu autour de cette notion de comment passer de l'innovation à la transition, quel type d'innovation, quel type de transition pour les villes moyennes. Alors, je ne vais pas vous faire une matrice AFOM au sens classique, c'est juste une image, en fait. Alors, d'où je pars ? En fait, je suis géographe, je travaille en géographie économique et j'essaye, pour mes étudiants comme pour mes recherches, de croiser le domaine de la géographie économique, c'est-à-dire en fait de m'imprégner de tout ce que les économistes disent sur la question, et tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire sur l'aménagement urbain, toutes les procédures qui sont derrière, redynamisation des quartiers en difficulté et autres. Et donc j'ai commencé sur l'industrie et le déclin industriel, notamment sur le bassin minier, à la suite des travaux de Guy Baudel. D'ailleurs, sur le bassin minier, j'ai travaillé sur la possible, peut-être, revitalisation des villes moyennes et petites du bassin minier, enfin 300 000 habitants en agglomération quand même. Donc, grâce aux services aux entreprises, qui, dans les années 90, était une question nouvelle, ça se développait dans les métropoles type Lille. On faisait Euralille pour accueillir ce genre de services.
Donc la question, est-ce qu'on pourrait arriver à renouveler l'économie de ces villes moyennes de la région grâce aux services? Et pas vraiment, en fait. Et donc ensuite j'ai continué, mais parce qu'il y avait un lien avec ce qui précédait, hein, parce qu'en fait tout ce qui était images, photographie, ingénierie, informatique, c'est passé de services aux entreprises à industrie culturelle et créative. Ça a changé partiellement de dénomination, mais c'était une continuité. Donc j'ai travaillé sur l'économie créative dans la collection dirigée par Guy Boudel, des presses universitaires de Rennes, avec Pop Sud sur le livre qu'on a sorti sur l'île métropole créative avec mes collègues, et une synthèse publiée de Pop Sud aussi sur cette question des quartiers créatifs et du renouvellement urbain par les quartiers créatifs dans un livre qui est édité au Moniteur. Alors, suite à tous ces travaux et aux réflexions, aux lectures que je peux faire, aux réflexions que je fais avec mes étudiants, je me dis, mais finalement, quand on y réfléchit bien, même si dans le détail, il y a des changements de projets, etc., un nouveau marketing, au bout du compte, on a un certain nombre de stratégies qui reviennent tout le temps. La première stratégie, c'est accroître le rôle de commandement économique de la ville, c'est-à-dire la rendre plus attractive vis-à-vis des investisseurs, quel que soit le type d'investissement choisi, start-up, grande entreprise type Toyota ou coworker plus récemment. Stratégie numéro 2, capter des flux créateurs de richesses économiques, donc la stratégie du hub, par exemple une plateforme logistique, par exemple quelque chose qui a disparu, Eurotéléport, c'était ça. C'était arrivé à capter les flux à travers des antennes satellites avant Internet. On n'en parle même plus, il n'y a plus qu'une station de métro aujourd'hui qui porte ce nom-là. Stratégie numéro 3, politique d'attractivité et de qualité urbaine pour les populations créatrices de richesse. Donc tantôt on fait des quartiers en périphérie pour les cadres, tantôt on améliore les centres-villes. Actuellement, c'est plutôt la deuxième version. Stratégie numéro 4, renouveler la base économique de la métropole face à la mondialisation. Bon, ça c'est parce que... Au départ, c'était des projets de recherche sur les métropoles. Et il y a un discours qui est récurrent, c'est celui de la modernité technologique, mais derrière, une fois c'est les satellites, une autre fois c'est Internet, une autre fois c'est les clusters et les startups. Aujourd'hui, c'est le numérique, le disruptif. Donc, en fait, ça revient constamment. C'est du nouveau, mais qui est toujours autrement, quoi. Alors, et aujourd'hui, on a quoi comme tendance, pas forcément comme certitude, mais comme tendance? Eh bien, là, j'ai fait un petit florilège de bibliographie. Les Fab Labs, les Makers, les Tiers-Le, l'économie collaborative du WeShare, le 3D, le numérique. Donc, transition écologique, oui, mais transition numérique qui devient une sorte d'injonction. Donc, comment faire? On est en train de découvrir, on est en train de faire des programmes autour de ces questions sans vraiment savoir vers quoi ça va nous porter. Mais au bout du compte, on va retrouver les stratégies dont je vous ai parlé. Alors, les modèles. Quel modèle les villes moyennes et petites peuvent-elles suivre? Alors, justement, comme on a déjà partiellement vu ce matin et juste à l'instant, on a tendance à aller voir ce qu'ont fait les métropoles. Elles ont des modèles. Elles-mêmes, elles ont copié des modèles, puisqu'on a parlé de Californie tout à l'heure. Alors, tiré de Pop Sud, vous pouvez constater pour Euralil, voilà, Euralil, symbole de la transformation de l'industrie au service. Services aux entreprises, services de haut niveau, sièges sociaux, etc. Phase 2 met un peu en parallèle la technologie, santé, haute borne, etc. Et phase un peu plus récente, il n'y a pas un découpage strict, hein, il y a des sortes de tuilages. Phase 3 autour du culturel et du créatif, donc la mode, le cinéma, le design, etc. Donc les villes moyennes, y compris ici à Dunkerque, ont tendance à vouloir reproduire ce même modèle. Moi aussi, je veux ma petite technopole. Et il y a eu la période d'Attard des technopoles. Moi aussi, je veux mon quartier créatif et culturel avec des artistes. Où sont-ils? On ne sait pas. Parce que même Lille ou des villes de cette dimension copient quoi? Paris, Tokyo, New York. Alors, on peut se poser la question de savoir si c'est aussi transposable. On n'a bien sûr pas là le CBD de New York. Hein. On n'a pas Manhattan, on a Lille. Bon. Donc voilà l'échelle à prendre en compte. Alors, forcément, les villes moyennes, qu'est-ce que ça donne? Il y a des choses qui marchent, des tentatives. Par exemple, j'avais étudié dans ma thèse
Ça commence à dater. Ça, c'est le résultat de l'Hampshire Park, l'IBA Hampshire Park. Et j'avais eu bien du mal à trouver ce site qui était tiré, l'illustration est tirée du livre qui avait été réalisé par l'opération IBA Hampshire Park, d'un ancien terrain de mine transformé en zone de services aux entreprises, design, communication, marketing, etc. Puis il y avait un chevalement qui était transformé en bureau sous forme d'ovni par un designer. J'ai mis un temps fou à le trouver, les locaux ne connaissaient pas, alors que c'était un marketing international autour de ce projet. Donc oui, il y en a, mais bon, est-ce que pour autant ça suffit à redynamiser la totalité de la ville? Alors là, plus près de chez nous, tout à l'heure on a parlé de Saint-Étienne, oui, on a des opérations comme par exemple à transformer le chevalement minier d'Arambert en pôle image, forte politique publique derrière, ou bien transformer la ville industrielle de Saint-Étienne en pôle du design. Donc oui, là on voit parfaitement la transposition du modèle métropolitain, qui est même des très grosses métropoles internationales, qui descend finalement la hiérarchie urbaine des plus grandes villes du monde jusqu'aux métropoles à l'intérieur de chaque État, puis ensuite on descend à la hiérarchie urbaine. Et parfois il y a des toutes petites villes qui essaient de copier. Alors, tout à l'heure, je crois que c'est Marc Dumont qui parlait de changement dans les réseaux urbains. Ce qui était lié à l'ancien système, c'est une vision hiérarchique. Finalement, les petites villes desservent les petits territoires, les villes moyennes, les territoires moyens, etc. Or, avec la mondialisation, l'ouverture et la multiplication des flux, parce que finalement, l'innovation, c'est l'hypermodernité, si je reprends l'expression de François Cher notamment, et c'est la mobilité. Ce qui détermine la mondialisation et la métropolisation, c'est les effets de la mobilité. C'est plus le lieu, c'est plus local, c'est plus le quartier. Or, beaucoup de politiques travaillent sur le local et le quartier. Il y a un paradoxe. Et notamment, on parlait de réseaux d'entreprises il y a quelques instants, des petites villes, parce que justement, elles travaillent en réseau, en cluster, en réseau de clusters à l'échelle internationale. Alors, quelles sont les limites de ces modèles pour les villes petites et moyennes? J'ai repris aussi une carte ancienne de l'INSEE à l'époque de ma thèse. Donc, c'est UNIDIC 2000. Donc voilà, la concentration des emplois de haut niveau, les plus qualifiés que toutes les villes veulent s'arracher, parce qu'il y a du pouvoir d'achat, parce que c'est des gens qui peuvent redynamiser le commerce, par exemple. Ben voilà, regardez la structure des villes petites et moyennes du Nord-Pas-de-Calais, qui n'a pas tellement changé, si je prenais la carte d'aujourd'hui. Comment faire de la redynamisation à l'image des métropoles, si les emplois sont sur la métropole et pas vraiment ailleurs? Carte de maintenance de matériel de production, un peu moins qualifié, mais qualifié quand même. Là, c'est un peu mieux réparti. Au plus vous descendez, en fait, au moins les emplois sont qualifiés. Donc, comment faire de l'innovation, même s'il y a des petites villes très innovantes, comment faire de l'innovation partout, si en fait, c'est très dépendant de la structure des qualifications et de la répartition de cette qualification. Exemple, Wollongong, Sydney, Australie, je décale, 60 km au sud de Sydney, vouloir faire de la créativité ou dans une ville industrielle, on se croirait à Valenciennes là, ou à Dunkerque. Alors ça marche pour la toute petite partie qui est au nord, parce qu'on est en fait en zone périurbaine éloignée de Sydney, mais pour le cœur à reconvertir, ça ne marche pas. Et là, le frein, il est culturel. Les populations salariées plutôt masculines, plutôt sidérurgie, etc., ne comprennent pas du tout la politique culturelle et créative. Donc voilà, il y a des campagnes de marketing pour la partie nord pour attirer des populations plus qualifiées en termes d'habitat, qui travaillent un peu sur place, c'est des designers, etc. Donc, mais ça ne reconvertit pas la totalité de la population. Alors, dernier élément des freins, là j'ai fait un tableau sur la création de valeur. On a parlé de valeur tout à l'heure. Comment reconvertir un quartier à partir des artistes? Et comme vous voyez, je ne vais pas tout décrire, on n'a pas le temps, mais il y a des stades. Donc, premièrement, il faut des artistes. Deuxièmement, j'ajoute du commerce. Troisièmement, je fais de l'immobilier. Et là, du coup, on a peut-être une chance de faire comme des quartiers à New York, à Paris ou à Londres. Oui, mais bon, est-ce qu'on a des artistes ici suffisamment intéressants pour pouvoir relancer toute la dynamique internationale et transformer la totalité du quartier? Bon. Alors, la transition d'aujourd'hui vers quoi? Transition durable, transition collaborative ou numérique?
Je repars d'un exemple métropolitain. Aussi, dans les métropoles, on cherche d'autres modèles que les modèles de clusters et de gros projets urbains. Exemple, ici, Fishkai. C'est un travail qui a été fait par une de mes étudiantes qui est en fait prof dans une école de design et qu'on a présenté, elle l'a présenté en notre nom à l'apéro la semaine dernière. Et donc là, l'objectif, c'était de transformer une halle. On aurait pu faire un projet urbain classique. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt de la ville de Lille pour faire appel aux coworkers, aux tiers-lieux, etc., aux Fab Labs, pour voir ce que ça pouvait donner. Bon, ce greffe des jardins partagés. Donc, vous voyez, on est dans cette idée d'économie collaborative, d'une économie plus durable, d'une nouvelle société. Donc ça, c'est dans les métropoles. Les tiers-lieux, oui, effectivement, actuellement, je travaille beaucoup sur les questions des tiers-lieux. Donc, effectivement, il y a 5 ans, même pas, les premiers tiers-lieux, il y en avait 5 au centre de Lille. Je n'ai pas dit Roubaix-Tourcoing, hein, Lille. Maintenant, quand vous regardez la carte des tiers-lieux dans le Nord-Pas-de-Calais, y compris sur l'île, ça se multiplie comme des petits pains, au sens miraculeux du terme. Donc, restera à savoir si c'est économiquement viable. Donc, voilà, on a à Dunkerque une opération, mais avec plus ou moins des publics. Pareil aussi pour les quartiers en difficulté type en rue. Donc, on vise maintenant la régénération, et je ne reviens pas sur ce qu'on a déjà dit sur la viabilité économique. Et je termine sur un petit exemple. Alors là, j'ai pris la petite ville, parce qu'avec mon collègue Guy Baudel, on a commencé une ANR, un programme de l'Agence nationale de la recherche, sur les tiers-lieux coworking, plus exactement, dans les villes, petites villes et monde rural. Et la semaine dernière, j'étais à l'Espar Médoc, à 1h15 de Bordeaux, ceinture de pauvreté, sous qualification vacances commerciales. Donc là, on est la rue principale. L'Espar Médoc, le petit Paris de la petite France, comme on appelait le Médoc à l'époque de son grand dynamisme économique. Voilà ce que c'est devenu. Tout est fermé. Là, plus de la moitié de la rue. Et voilà ce qui est en train de se passer, très récent, que j'ai découvert. J'étais partie pour étudier cet espace-là, le coworking, dans le cadre du projet. Et en fait, c'est tout un réseau de gens, de tiers-lieux, qui s'appellent eux-mêmes, qui s'autoprogramment, qui s'autoproclament tiers-lieux. Donc, il y a le tiers-lieu bouquinerie associatif, café, etc. Le tiers-lieu avec fonds fédérés, etc. sur les jouets pour la famille avec café associé. Donc, des modèles économiques. Je leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Mais tout simplement parce que dans une petite ville, on ne peut pas tenir uniquement en faisant du coworking, uniquement en faisant du livre, uniquement en faisant des jouets. Donc on multiplie les entrées pour essayer de faire rentrer les gens et en même temps créer une prise de conscience, faire prendre conscience aux gens qu'il y a un autre modèle. Donc ils ne sont pas nombreux, hein. Je crois qu'ils doivent être 10 à tout casser. Donc 10 au maximum sur une ville de 5000 habitants. Le maire regarde ça pour l'instant un peu de loin, on se demande ce que c'est. Bon, c'est pas ça qui va changer la ville dans les 10 ans. Hein, on continue sur les gros projets commerciaux classiques. Bon. Mais voilà, il y a une graine de quelque chose, quoi, on ne sait pas. Mais ça repose sur les deux visions de l'économie collaborative ou durable. Hein. Il y a la vision, bon alors peut-être pas ce livre-là, mais la vision GAFA classique, l'économie collaborative numérique, où finalement toute la valeur est récupérée par quelques grosses entreprises, ou la vision qui est portée par les gens qui sont dans ces opérations, soit dans des métropoles, soit dans des villes plus petites, sur ce qu'ils appellent nouveau monde, lien social, co-révolution, hein, et sur l'idée de faire soi-même. Bon, mais quel va être le poids de ces quelques 10 personnes par rapport à un Toyota qu'on va implanter à Valenciennes, ou un gros projet de type Euratechnologie. Donc voilà, pour l'instant, vous verrez que je n'ai que des questions, parce qu'on n'a que des tendances sur ce qu'on est en train d'observer. Alors ça va vite, hein, depuis 5 ans ça monte beaucoup, toutes ces questions de tiers-lieux, mais on ne sait pas quel impact ça pourra réellement avoir dans les 10 ans. Voilà. Oui, pendant qu'on prépare le prochain conférencier qui va être en visioconférence, je ne sais pas s'il y avait une ou deux questions de la salle qui venaient jusqu'à présent. Non, personne ne veut. Oui.
sur mes cartes, justement, il y avait 2 pôles, je ne sais pas montrer, mais, parce que je savais que je n'avais pas beaucoup de temps, mais sur les cartes que j'ai faites à l'époque, il y avait 2 pôles. Il y avait le pôle métropolitain, j'allais dire, d'attractivité spontanée, qui était la métropole lilloise, et il y avait Valenciennes. Parce que là, il y avait une politique très forte, qui était originale à l'époque, hein, quand elle a été lancée, mais par contre, à l'époque, donc il y a 15 ans, l'effet économique était très faible. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il y a la serre numérique à Rambert, etc. Donc là, ça démarre. J'ai fait ça, j'ai travaillé sur cet impact-là il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il n'y avait pratiquement rien. Il a fallu 15 ans pour que ça prenne. Juste peut-être pour compléter avec un cas international l'année dernière à Trois-Rivières, quand on a fait la plateforme, le rôle de l'université dans les villes moyennes est sorti comme clairement un rôle nécessaire. Ce n'est que l'université travaille directement avec les entrepreneurs du coin pour développer de nouveaux produits, de nouveaux marchés. Donc c'est sûr d'avoir une force universitaire de chercheurs, mais aussi de personnes qui font des liens avec l'entreprise, jouent quand même sur la notion d'innovation. À condition de rester en réseau. En condition, oui, exactement. Donc, c'est une université en réseau et des entrepreneurs en réseau. Une autre question? On va enchaîner. Donc, on va enchaîner avec Maxime Huret, qui est avec nous en visioconférence. Donc, je parle près du micro parce que c'est le micro dans lequel il entend le mieux ici. Maxime, vous allez certainement pouvoir compléter aussi ce discours sur les risques en fait, des villes moyennes à importer des modèles métropolitains et notamment par rapport à des questions de marge de manœuvre financière, de fragilité des politiques des villes moyennes face à ces politiques. Et puis peut-être aussi aborder la question des politiques de mobilité auxquelles vous êtes beaucoup intéressés. On vous laisse la parole. Très bien, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Merci d'avoir trouvé cette solution à distance, en tout cas. Et je tiens à préciser aussi d'emblée que je ne suis pas un spécialiste des villes moyennes, puisque j'ai d'abord travaillé sur les grandes métropoles. Mais à travers mes recherches sur les mobilités, notamment les mobilités partagées, j'ai croisé un certain nombre d'innovations dans les villes moyennes. J'ai aussi croisé des échecs de mise en place de certains services dans ces villes moyennes. Donc, du coup, c'est à partir de ces recherches que je vais compléter un peu ce qui a déjà été dit quelque part, mais du coup, à partir de l'innovation en matière de mobilité de manière plus générale. Donc, vous m'entendez bien, hein, vous confirmez? Oui. On ne vous voit pas, mais on vous entend. D'accord, très bien. Bon. Alors, du coup, je vais essayer de rendre quand même cette intervention attractive. Et démarrer peut-être par ce qu'on entend par l'innovation en matière de mobilité. Quels sont les discours finalement de l'innovation autour de la mobilité? Souvent, soit des discours très prudents. Oui, il y a eu un petit problème technique. Ok, je peux reprendre? Super, bon, alors je vous fais un petit coucou. Donc j'en étais à essayer de décrire ce qu'on entendait autour de l'innovation en matière de mobilité aujourd'hui, en tout cas dans les discours. À la fois un discours assez prudent, qui consiste à dire que l'innovation est relativement faible en matière de transport et de déplacement, parce qu'on gère avant tout l'héritage, les infrastructures. Et d'ailleurs, les changements de comportement sont assez lents, y compris lorsqu'on regarde les pratiques de l'automobile, qui continuent à croître depuis un certain moment, sauf dans quelques grandes villes. Donc, bref, on a des discours plutôt prudents sur l'innovation, notamment développés par des historiens, mais aussi des socio-économistes. Et puis, à côté de ça, on a des discours très portés sur l'innovation technologique et industrielle, à travers des exemples que vous connaissez bien, comme la voiture autonome, ou plus récemment les trottinettes électriques en libre service, par exemple. Donc là, plutôt un discours très ambitieux sur l'innovation, et notamment sur l'innovation technologique. Moi, je vais vous proposer un regard un peu décalé par rapport à ces deux visions de l'innovation, notamment en mobilisant les exemples des villes moyennes.
Donc, mes travaux, en fait, se sont intéressés à deux types d'innovations, finalement, étudiées sur la longue durée. D'abord, j'ai travaillé sur les mobilités partagées, donc vélo en libre service, autopartage. Donc, j'ai voulu comprendre sur le temps long la diffusion de ces dispositifs. Et puis aujourd'hui, je m'intéresse à la gratuité des transports collectifs et je remercie d'ailleurs les acteurs de Dunkerque qui me font confiance dans deux projets de recherche menés sur l'évaluation de la gratuité des transports, y compris donc analysés sur le temps long, puisque là encore, on remonte aux années 70 avec l'exemple de Compiègne qui a inventé avec Coulommiers le premier modèle de gratuité des transports collectifs. Alors dans les deux cas, effectivement, on croise des villes moyennes qui sont finalement à l'initiative de certaines innovations. Et on peut dire que les villes moyennes vont jouer un rôle déterminant à la fois dans l'émergence de ces innovations et dans la diffusion de ces innovations. J'insiste aussi sur la notion de diffusion et je l'illustrerai un petit peu par la suite. Alors si on prend le cas des vélos en libre service, par exemple, on observe que c'est la ville de Rochelle qui, en 1976, va lancer le premier dispositif municipal et va même inventer les deux dispositifs qu'on connaît actuellement de vélos en libre service, c'est-à-dire qu'ils inventent le free floating, qui est implanté massivement aujourd'hui dans les grandes villes et les grandes métropoles mondiales. Donc un premier système de free floating municipal qui ne va pas fonctionner à cause des problématiques de régulation. Et donc très vite, on invente un deuxième modèle qui va être la structuration autour de stations financées par la publicité. Donc globalement, je dirais que c'est La Rochelle qui vraiment va inventer l'ensemble des dispositifs de vélo en libre service qu'on retrouve aujourd'hui dans les grandes métropoles et qui va permettre quelque part sa diffusion, même si elle arrive bien plus tard. Et d'ailleurs, les villes moyennes dans cette diffusion sont très présentes, puisqu'après, lorsque des grands opérateurs privés vont reprendre cette idée, elles vont les tester dans des villes moyennes, notamment espagnoles, pour voir si leurs offres fonctionnent correctement avant de les implanter plus tard dans les grandes villes comme Lyon en 2005 et puis Paris en 2007. Donc, vélo en libre service qui trouve leur origine dans une ville moyenne, La Rochelle, et puis gratuité des transports, là également, hein, on a une innovation assez importante qui naît dans les années 70 également, en 1975 à Compiègne, et puis qui va se diffuser dans un certain nombre de villes moyennes de taille très variée, hein, jusqu'à Dunkerque aujourd'hui, qui est, on va dire, vraiment la ville référence aujourd'hui lorsqu'on parle de gratuité des transports collectifs. Et donc, là encore, une innovation qui se structure dans les réseaux de villes moyennes. Donc, je dirais, dans un premier temps, que ces villes moyennes sont avant tout un lieu d'expérimentation et puis de diffusion de certaines pratiques. Alors, quelle est la nature de ces innovations qu'on peut observer dans ces villes moyennes? De mon point de vue, et c'est là que je vais un petit peu différer avec les discours classiques sur l'innovation, on a avant tout des innovations sociales et politiques. Alors, on a de l'innovation sociale et politique qui se traduit de quelle manière? Par une mobilisation des citoyens et des habitants dans ce type d'innovation, hein, mobilité partagée, gratuité des transports. Une innovation qui est soutenue fortement par de l'expertise publique et parfois par des opérateurs traditionnels du transport public. Et puis surtout, on a des innovations qu'il faut comprendre à l'aune des carrières politiques des élus qui vont s'investir et qui vont investir des financements et qui vont investir leur ville dans ces innovations. Et là, j'insiste sur la dimension politique en fait de ces innovations parce qu'on la mentionne relativement peu. C'est que ces innovations, elles sont liées à des trajectoires d'élus qui, à un moment, vont donc conquérir des villes et à leur carrière politique. C'est-à-dire qu'ils vont aussi faire usage, ces élus, de ces innovations pour construire leur carrière politique. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, on pourrait presque faire des cartographies d'innovation par sensibilité politique. Et là encore, on s'apercevrait que la structure de l'innovation peut être différente suivant, si je caricature, hein, si on prend des mairies dirigées par des villes Rassemblement National ou des mairies dirigées par des villes écologistes, on a des structures d'innovation radicalement différentes. Alors, je vais vous donner simplement un exemple de ce type d'innovation sociale et politique en revenant sur La Rochelle en 1976, qui va inventer véritablement les systèmes de vélo en libre service. Le dispositif s'inspire d'abord de certaines expériences associatives, et donc La Rochelle va engager des voyages d'études à l'étranger pour observer ce qui se passe autour de la pratique du vélo.
et va finalement se dire que les vélos en libre-service sont une bonne solution pour La Rochelle, et donc va inventer un modèle. Donc on a 300 vélos qui sont d'abord mis en free floating dans la ville, à la libre appropriation des habitants, puis structurés autour de stations. Mais ce n'est pas la seule innovation qui se passe à La Rochelle, en fait, dans les années 70. On a véritablement donc un maire, Michel Crépeau, radical de gauche, qui va engager une transformation de son centre-ville avec une zone piétonne extrêmement importante, pas la première de France, mais en tout cas l'une des plus importantes, qui va aussi engager des expérimentations sur déjà la transition énergétique, avec un certain nombre de projets autour de panneaux solaires, etc. Donc, on a véritablement La Rochelle qui s'affirme dans les années 70 comme un laboratoire, j'ai envie de dire, d'innovation sociale et politique, qui va être quelque part aussi un tremplin pour le maire Michel Crépeau, puisque ce dernier va faire un usage politique de ces innovations pour devenir, par exemple, ministre de l'Environnement, donc au début des années 80, sous François Mitterrand. Donc on a cette innovation qui est vraiment politique et qui s'appuie également sur les structures sociales urbaines, puisqu'on a des collectifs d'habitants qui vont organiser ces premiers systèmes de vélos en libre service. Quelque part, lorsque je regarde ce qui se passe aujourd'hui à Dunkerque, autour de la gratuité des transports, mais aussi si on regarde un petit peu ce qui se fait autour de la transition énergétique, si on regarde aussi ce qui se fait du côté de certains dispositifs sociaux, du côté de Grande-Synthe par exemple, j'ai un peu l'impression, peut-être que c'est présomptueux, de dire qu'aujourd'hui Dunkerque est quelque part un laboratoire d'innovation sociale et politique. Alors je ne veux pas dire que le maire deviendra ministre de l'écologie dans quelques temps, même s'il en a le profil, mais en tout cas on a véritablement des lieux d'innovation qui s'affirment à chaque période autour de villes moyennes. Alors, est-ce que ce contexte favorable à l'innovation, il peut être généralisé à toutes les villes moyennes? À mon avis, non. Évidemment, pourquoi? Alors déjà parce qu'on peut dire que la structuration des villes moyennes est extrêmement hétérogène et que de nombreuses villes manquent tout simplement de ressources financières, notamment en matière de transport et de mobilité. C'est important de pouvoir mobiliser un certain nombre de ressources financières, mais aussi de ressources d'expertise ou de connexion, finalement, avec des réseaux qui favorisent l'innovation. Vous en avez déjà beaucoup parlé, donc des réseaux universitaires, des agences d'urbanisme, un tissu associatif déjà développé et engagé sur un certain nombre de politiques publiques, ou en tout cas de réflexions politiques. Et puis on a aussi d'autres villes qui finalement vont pas s'inscrire dans ce processus d'innovation sociale et politique, parce qu'elles vont aussi choisir plutôt de copier ce qui se fait dans les grandes métropoles. Elles se rêvent métropoles, ces villes moyennes, certaines de ces villes moyennes, de nombreuses villes moyennes d'ailleurs, et elles vont copier des dispositifs, même si les solutions qu'elles vont copier ne sont pas adaptées aux besoins de mobilité de leur territoire. Et donc, quelque part, pour comprendre aussi certains échecs, ou on va dire une partie de l'innovation des villes moyennes, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe dans les grandes villes et dans les grandes métropoles, c'est ce qui a déjà été dit. Et des villes et des grandes villes et des métropoles qui n'ont pas quelque part la même nature d'innovation et les mêmes possibilités d'innovation. Dans les transports, c'est très clair. Dans les grandes métropoles, l'objectif, c'est d'attirer des investisseurs et des acteurs privés. Donc, on est plutôt sur un registre de l'innovation qui sera avant tout technologique et industriel, même si évidemment, ça n'empêche pas qu'à côté, on ait un certain nombre d'innovations sociales qui puissent se développer. Mais on va davantage être dans ce registre d'innovation technologique et industrielle. Pourquoi? Mais aussi parce que ces métropoles, elles ont les ressources pour attirer ces grandes entreprises et ces grands investisseurs privés. Elles ont non seulement les ressources financières, je pense à la publicité pour JCDecaux, par exemple, les recettes de l'affichage publicitaire, mais elles ont aussi des ressources d'expertise pour réguler, on va dire, les relations avec ces entreprises, les activités, les offres qu'elles proposent. Et on remarque d'ailleurs que parfois, cette stratégie d'attractivité auprès des investisseurs privés se traduit par des dispositifs de mobilité qui vont dépasser très largement la régulation mise en place par certaines villes. L'exemple des mobilités en free floating, que ce soit les vélos ou les trottinettes, témoigne de ce souhait à la fois d'attirer les acteurs privés, mais parfois de se retrouver confrontés à des problèmes de régulation très importants.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un certain nombre de villes moyennes qui font la course, finalement, à ces innovations qu'on voit dans les grandes métropoles et qui même entrent en concurrence pour attirer des grandes entreprises sur leur territoire. Alors, l'exemple des vélos libre-service est flagrant, puisque là, on va avoir de nombreuses villes moyennes qui vont adopter des solutions mises en œuvre par des grandes entreprises du mobilier urbain et de l'affichage publicitaire, et qui vont se traduire soit par des échecs, soit par un mauvais dimensionnement, quelque part, de l'offre qui va être proposée par les entreprises. Donc finalement, ces villes moyennes, elles vont vouloir attirer des grandes entreprises sans avoir forcément les ressources financières pour le faire. En tout cas, elles vont dépenser beaucoup d'argent compte tenu de leurs ressources financières relativement faibles, et sans avoir non plus l'expertise pour le faire et pour réguler, j'ai envie de dire au jour le jour, les contrats, surveiller l'activité de ces firmes, les prestations au quotidien, dans ces offres de services proposées par les grandes entreprises. Il y a des exemples très intéressants d'Aix-en-Provence, qui a arrêté son système de vélo en libre-service dès 2011, et puis Perpignan, dont je connais bien la situation, qui vient d'arrêter en 2018 son système de vélo en libre-service parce que ça coûtait trop cher et parce qu'il y avait un mauvais dimensionnement de l'offre sur le territoire. Donc, quelque part, pour ne pas être trop long, parce que le temps avance, ma conclusion serait de vous dire un petit peu de manière provocatrice qu'on a plusieurs types d'innovation, une certaine forme de hiérarchie dans l'innovation au sein des villes moyennes, avec finalement certaines villes moyennes qui font le choix, qui font la course aux investissements privés auprès des grandes entreprises pour développer des solutions de mobilité qui ne sont pas toujours adaptées. Donc en tout cas, elles le font avec des ressources limitées. Et puis on a d'autres villes moyennes alors, qui peuvent très peu innover, et d'autres enfin qui, à un moment, parce qu'on a des configurations politiques et sociales qui sont propices à cette innovation, vont devenir des lieux forts de l'innovation politique et sociale. Je vous remercie de votre attention. C'était clair, vous m'avez bien entendu. Oui. Merci Maxime Muret. On va enchaîner parce que il faut qu'on puisse terminer à peu près à temps pour pouvoir déjeuner. Donc je vais passer la parole à Flavie Ferchaud. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à présenter cette communication. Je suis donc docteur en géographie, aménagement de l'espace et urbanisme, actuellement en post-doctorat au laboratoire TVES et bientôt recrutée donc, à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Je ne suis pas moi non plus spécialiste des villes moyennes, mais je vais vous présenter des pistes de réflexion sur les ressources que peuvent constituer ce que j'ai appelé dans ma thèse les dispositifs d'expérimentation et de fabrication numérique. Donc, je vais revenir sur ce terme-là. Donc, les ressources que peuvent constituer ces dispositifs pour les villes moyennes à partir donc de mes travaux de thèse, d'un projet collectif et international aussi porté notamment par Guy Baudel et Gerhard Kroos à Rennes, Clément Marinos aussi à Lorient, un projet qui a duré 2 années, qui a pris la forme de l'ANR dont a parlé Christine tout à l'heure. Donc c'était un projet qui portait sur les tiers-lieux dans les villes moyennes. Et puis voilà, même si mon contrat de post-doctorat porte plus vraiment sur ces dispositifs-là, j'ai continué bien évidemment à lire sur l'évolution du mouvement autour de la fabrication numérique. Et voilà le point de départ de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Ma thèse portait sur les Fab Labs et les hackerspaces, des lieux dont les activités s'orientent autour de la fabrication numérique,
du bricolage et un peu plus pour les hackerspace du côté de la programmation numérique. Donc ils forment un continuum de lieux. Dans la thèse, j'ai aussi associé à ces 2 types de dispositifs un troisième appelé Living Labs, et ces 3 types de lieux sont réunis par la notion d'expérimentation. Merci. Désolée. Donc d'expérimentation, de prototypage et d'apprentissage par le test et par l'erreur. Et puis, le terme a été évoqué déjà plusieurs fois par les autres présentations. Ce sont aussi des dispositifs qu'on associe au terme tiers-lieu, une notion dont le flou amène de nombreuses difficultés à vraiment appréhender ce que sont ces lieux, mais voilà, des lieux hybrides, intermédiaires, on en a parlé, qui se positionnent vraiment au croisement entre des espaces domestiques, de loisirs et de travail. Donc voilà ce sur quoi j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement évoquer les Fab Labs, que je vais vous présenter plus précisément. Donc les Fab Labs, nés aux États-Unis, au MIT, l'histoire maintenant commence à être un peu connue par l'intermédiaire d'un professeur qui s'appelle Neil Gershenfeld. Le concept de Fab Lab a d'abord pris la forme d'un cours, puisque l'idée était de former des étudiants issus de disciplines différentes à l'utilisation de machines à commande numérique. À partir de... Donc ce sont des lieux qui se sont développés un petit peu partout dans le monde, d'abord sous l'égide du MIT et puis ensuite en dehors. Le MIT a publié en 2007 une charte et un logo. Aujourd'hui, les lieux dénommés Fab Lab ne sont plus labellisés par le MIT, mais la charte et le logo que vous pouvez voir ici restent présents dans ces lieux qui prennent des formes multiples, comme voilà, ça a déjà été montré, multiples dans leurs intentions, dans les modèles économiques, dans les publics ciblés, etc. Donc vous avez ici une carte qui date maintenant de 2017 même, et qui montre la répartition de ces Fab Labs dans le nord, dans le monde, avec une répartition très importante plutôt dans les pays du Nord et en Europe et en France tout particulièrement. J'ai essayé de décrypter dans la thèse la portée de ces types de lieux pour les territoires, en prenant 3 cas de territoires que j'ai qualifiés de métropolitains dans la thèse. Ces 3 territoires étaient le cas de Rennes, de Toulouse et de Gand. Les principaux enseignements de la thèse, vous les avez ici sur la diapositive. Le premier, c'est que ce sont sans surprise des dispositifs qui sont en phase avec le contexte global de mutation dont les métropoles font l'expérience, donc montée en puissance de l'économie de la connaissance, de la créativité, de l'innovation, du design, des expérimentations sociales et urbaines, etc. Mais ce ne sont pas seulement des dispositifs qu'on retrouve partout dans les territoires métropolitains avec les mêmes caractéristiques, ce sont aussi des dispositifs comme j'ai pu le montrer dans la thèse, qui sont en prise avec des agencements territoriaux et des dynamiques locales issues de contextes particuliers, institutionnels, sociopolitiques, etc. Par exemple, si on prend le cas de Rennes, à Rennes, on a la multiplication des Fab Labs a été assez importante ces dernières années, et cela se met à la fois en relation avec l'histoire du territoire dans son rapport aux technologies, et puis aussi ce sont des dispositifs qui ont largement été accompagnés, voire suscités par la métropole et la ville de Rennes, et cela s'inscrit dans la continuité avec la forte maîtrise publique du gouvernement de la ville de Rennes. Autre enseignement de la thèse, donc des ressources métropolitaines.
mais qui sont vulnérables, pour reprendre là encore le terme d'Alain Bourdin. Pourquoi vulnérables? Puisque ce sont des lieux qui sont finalement peu accessibles, peu ouverts et pas forcément visibles dans les territoires. Et cela m'amène un des derniers enseignements de la thèse, c'est finalement leur lien assez faible avec leur environnement, tant en termes de localisation, j'ai parlé de leur faible visibilité, mais aussi que de leur production. On parle beaucoup de ces lieux-là comme des lieux d'innovation. Voilà, moi, dans les cas que j'ai pu enquêter, les productions qui se dégageaient en termes d'innovation, à la fois sur le plan technologique, social ou urbain, etc., restaient de l'ordre de l'exception. Une répartition des Fab Labs de plus en plus diversifiée. On en a déjà un petit peu parlé avec Christine et Guy. Quand j'ai commencé ma thèse en 2014, on observait une répartition assez homogène de ces types de dispositifs dans les grandes villes. Aujourd'hui, la répartition est bien plus diversifiée. On en trouve toujours et de plus en plus dans les métropoles, mais aussi dans les villes moyennes, dans les petites villes et les espaces ruraux. Donc, d'où la question, dans la thèse, je mets beaucoup en avant ces types de dispositifs comme des ressources métropolitaines, mais voilà, est-ce que le terme territorial, au regard de cette répartition de plus en plus diversifiée, serait plus pertinent? Alors pourquoi les villes moyennes n'échappent pas au phénomène d'expansion des Fab Labs et des tiers-lieux? D'abord, revenons au point de départ de la création de ces dispositifs-là, qui est l'évolution des modes de vie et du travail, avec de plus en plus de travailleurs indépendants et nomades. Alors on sait que ces travailleurs ont plutôt tendance à vivre dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes, et donc ça crée de nouveaux besoins pour de nouveaux types d'espaces. Ensuite, à la fois les travaux de la thèse et aussi ceux du projet Intimide montrent que les Fab Labs et les tiers-lieux de manière générale émergent soit à la suite d'initiatives par des collectivités, soit par des individus ou des groupes. Donc ça rejoindrait peut-être le terme que vous avez employé tout à l'heure de bottom-up, de dispositifs qui viendraient de la base, entre guillemets. Et puis des dispositifs aussi qui peuvent être créés par des entreprises. Alors je ne vais pas parler de ce dernier cas aujourd'hui, mais pour ce qui concerne ceux qui émergent à la suite de l'action des collectivités, on remarque, comme là encore, comme ça a été déjà dit, que aujourd'hui les politiques qui étaient à un moment peut-être caractéristiques des métropoles sont aussi mises en œuvre dans les villes moyennes. Donc, comme en métropole, par exemple, le cas de la Belgique est assez intéressant. En Belgique, Gand est vraiment la ville, et en région Flandre en particulier, la ville de Gand est vraiment la ville créative par excellence. Pendant ma thèse, la ville de Bruges était clairement en retrait de Bruges était clairement en retrait sur ces questions-là. Aujourd'hui, voilà, on observe la même dynamique des entrepôts d'anciens bâtiments industriels qui sont reconvertis en espaces créatifs, culturels, collaboratifs, etc. Donc des dynamiques similaires aux métropoles, même si l'échelle est différente. Et puis en France, une dynamique d'émergence de ces dispositifs en ville moyenne par l'intermédiaire de l'action des régions. Et c'est le cas du Fab Lab de Dunkerque, mais aussi d'Arras. C'est aussi le cas de la région Occitanie, qui a lancé en 2016 un appel à projet de Fab Région pour favoriser l'émergence de ces dispositifs dans la région. Et on en a vu apparaître dans des villes moyennes, mais aussi petites, voire très petites. Je ne reviens pas sur le marketing territorial, on l'a déjà dit. Peut-être par contre un petit peu plus sur les dispositifs
Fab Lab qui viennent d'individus ou de collectifs et pour lesquels, nos travaux l'ont montré, les villes moyennes sont clairement attractives parce que les locaux y seraient plus accessibles, parce qu'ils seraient moins nombreux à être en concurrence à l'égard de subventions publiques, et aussi parce que le réseau d'acteurs à mobiliser est plus restreint et du coup plus facile à activer. Et les analyses montrent bien que ces dispositifs s'insèrent au sein d'un réseau important à la fois d'acteurs publics et privés. Et puis, pourquoi les villes moyennes? Aussi parce que les acteurs de ces dispositifs sont porteurs de demandes de transformation. Ces dispositifs, l'ensemble des valeurs des acteurs, on a pu le montrer, sont clairement en lien avec, pour certains, des valeurs très alternatives, notamment dans le cadre de la réflexion sur les communs et les communs urbains. Et les villes moyennes n'échappent pas aussi à ces demandes de transformation de la part des citoyens. Je pense par exemple à des Fab Labs qui se sont créés dans la Drôme, dans des petites villes, voire dans des espaces ruraux, et qui se sont mobilisés pour s'installer au sein de bâtiments des écoles notamment, qui avaient été fermés, dans l'idée de réouvrir ces bâtiments-là, anciennement publics, aux habitants et à la ville. Je termine rapidement. Je vous l'ai dit, les limites identifiées dans le cadre de ma thèse à propos de la portée de ces lieux-là pour les territoires métropolitains étaient leurs liens faibles avec leur environnement, des dispositifs aussi qui étaient finalement peu associés aux politiques urbaines, au-delà des discours, parce que à ce moment-là, l'effet vitrine et paillettes du terme Fab Lab était très fort. Et autre limite aussi, l'instrumentation et l'institutionnalisation de ces lieux-là, notamment sur le cas de Rennes, qui tendent du coup à effacer la portée alternative de ces dispositifs. Donc, quelques propositions pour terminer, pour des pistes de réflexion pour que, dans le contexte particulier des villes moyennes, on puisse pallier ces limites-là. Tout d'abord, repérer ces dispositifs et comprendre les aspirations des acteurs. Je pense notamment aux appels et au soutien de la part des régions qui axent leur accompagnement sur le développement économique, alors que dans ces dispositifs-là, d'après ce qu'on a pu étudier, c'est que l'innovation, elle se situe d'abord et avant tout sur le plan social, plus qu'économique. Et donc, est-ce que accompagner ces lieux-là en ayant seulement en perspective celle du développement économique est la réponse la plus pertinente? Pas sûr. Accompagner sans institutionnaliser aussi. Ils ont besoin de locaux et d'aide aussi, financière, évidemment, mais aussi en termes d'ingénierie pour répondre à des appels à projets, par exemple. Et puis faciliter leur accès et leur visibilité, parce que autant dans les métropoles, ce sont des lieux qui peuvent être assez nombreux dans certains territoires et peu visibles, ce qui restreint fortement leur accès et donc leur portée pour les territoires en termes de ressources. Et je pense que ça peut être plus facilement pallié dans les villes moyennes. Et puis ensuite, associer les acteurs de ces dispositifs aux expérimentations urbaines, notamment dans le contexte des villes connectées et intelligentes, là encore avec des guillemets, où voilà, ce sont des dispositifs qui ne sont pas repérés par les métropoles comme des ressources sur lesquelles s'appuyer. Et voilà, dans le contexte des villes moyennes où les ressources sont moins nombreuses, voilà, l'idée serait d'encourager ces liens-là. Et j'en termine. Merci beaucoup pour votre attention. J'en profite pour remercier nos 5 conférenciers. On va prendre peut-être 2-3 questions de la salle si vous n'êtes pas en train de mourir de faim un peu. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. J'en profite puisque je suis à côté du micro. Je voulais faire un commentaire sur les 2 dernières interventions que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Par rapport à ce régime de la transformation, on a l'impression qu'on est passé d'un régime de la transition, où on ne savait pas encore très bien où on allait, à un vrai régime de la transformation, où on passe à l'échelle un certain nombre
dispositifs qui étaient vraiment de nature militante et qui sont petit à petit en train de peut-être pas se généraliser, on n'en est pas là, on voit qu'il y a encore des problèmes de modèle économique, mais en tout cas de prendre une dimension sociale et sociétale extrêmement importante. Et dans ce contexte-là, il y a encore un passage à mon avis, une étape supplémentaire pour que les villes moyennes se retrouvent à un niveau de capacité d'innovation qui est aujourd'hui celui d'un certain nombre des grandes villes, qui est justement cette question du passage à l'échelle. Ce qu'on peut voir dans une métropole qui a la capacité d'innover de manière industrielle, c'est-à-dire de commander tout d'un coup 1000 bus à hydrogène ou au gaz ou électrique pour renouveler sa flotte, même si c'est un très gros investissement amorti sur longtemps. Une ville moyenne, évidemment, n'a pas ni cette capacité financière, ni même le marché suffisant. Et donc, c'est le sujet de la journée d'aujourd'hui, mais il y a vraiment cet enjeu de la coopération utile et de la complémentarité pour que les marchés d'innovation à l'échelle des villes moyennes permettent réellement de développer des produits innovants au sens industriel du terme. Et puis après, il y a, il me semble, et ça a été très bien illustré, la question de la ressource des villes moyennes par rapport à ces questions d'innovation. Et j'ai été étonnée que le terme n'ait pas été employé, mais moi-même, je n'ai pas pensé à en parler tout à l'heure. Il y a tout autour de la notion d'économie circulaire, quand même, quelque chose sur les ressources du territoire et leur capacité à être transformées sur le territoire, qui est là à une échelle peut-être plus artisanale, agricole, alimentaire, au-delà de celle de l'industrie du transport dont je parlais à l'instant. Qui est peut-être plus à l'échelle justement de ces territoires de villes moyennes ou de coopération de villes sur un territoire plus petit. Donc c'est peut-être deux leviers à actionner, les coopérations à des échelles assez macro en nombre d'habitants ou en marché sur des objets industriels, et puis des collaborations à une échelle plus micro sur des objets plus artisanaux. Merci Marc. Didier Paris, Université de Lille. Juste pour dire que effectivement cet enjeu-là de la diffusion de l'innovation dans les villes moyennes et les petites villes est quelque chose d'essentiel pour un pays comme la France. Et il y a peut-être là une opportunité, une fenêtre de tir dans un pays où on a eu généralement un pilotage du développement économique pendant trop longtemps par des grands projets, du plan calcul au Concorde, et qui plus ou moins sont cassés la figure. Bon, il y a aussi des réussites, je caricature. Bon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand même, avec la question de l'innovation, des nouveaux modes de faire, des nouveaux secteurs d'activité qui émergent, etc., on voit bien quand même le rôle des territoires dans le développement. Et là, pour moi, métropole, ville moyenne, petite ville, même combat. Et ce qu'a dit Guy Baudel tout à l'heure sur l'exemple, par exemple, du Bade-Württemberg ou de la Bavière, et de cette capacité d'innovation, etc. C'est vrai que quand on regarde un peu aujourd'hui ce qui se passe, alors Euratechnologie, une métropole, ou Work & Co ici, ou je dirais, bon, il y a plein de choses, à chacun son échelle, mais il y a plein de choses qui se développent à l'échelle locale, et globalement, pour faire muter la structure économique du pays, je pense qu'il faut vraiment effectivement encourager, ce bottom-up un petit peu du développement et de l'innovation. Et c'est une situation nouvelle en France quand même. C'est une situation nouvelle. Là, il y a une rupture depuis 5 à 10 ans où on voit effectivement des choses qui se passent, les pôles images à Lyon, à Lille, à Marseille, etc., et des choses très qualitatives. Et en Bretagne, tu parlais de Vitré, c'est ça, Vitré, voilà, bon, etc. Enfin bon, voilà. Et ça, je trouve que c'est nouveau et vraiment, c'est intéressant dans la vision au long terme. Et aujourd'hui, on est en train de dire que la France est peut-être en train d'améliorer sa productivité, sa structure économique, etc. C'est peut-être en partie, ça vient peut-être en partie justement de ces acteurs locaux, plus aujourd'hui que des grands programmes nationaux, qui ont peut-être vécu. Oui, alors je voudrais faire une réponse complémentaire en quelque sorte. En relation avec ce qui a été dit sur La Rochelle tout à l'heure et ce qui vient juste d'être dit sur la diffusion. Parce qu'en fait, on a trop tendance à voir la diffusion des innovations depuis les grandes villes. Et tout à l'heure, j'ai un peu insisté, New York, Paris, Lille, etc. Et en fait, non.
comme pour La Rochelle et comme pour tous les exemples qui ont été donnés sur le vélo, moi je peux vous en donner autant sur les services aux entreprises, et il y a des travaux, des thèses qui le montrent. En matière d'émergence et d'expérimentation, il y a autant de choses dans les petites et, enfin, plus moyennes villes, mais même petites villes, sauf qu'en nombre de cas, c'est très peu, et qu'au bout du compte, du point de vue statistique et du point de vue, quand il faut passer à l'échelle, comme on dit maintenant, dire industrialiser, trouver un modèle économique et faire en sorte que de plus en plus de gens adoptent cette technique, ce produit, cette façon de vivre, etc., c'est dans les métropoles, je crois que quelqu'un a démarré là-dessus tout à l'heure, ça doit être Guy, c'est là qu'on a le maximum de population. Donc c'est là qu'on a le maximum de gens qui sont potentiellement capables d'adopter. Et du coup, il y a un tri des innovations qui redescendent ensuite vers les autres villes. On a sur la question du décalage, bon, là on parle du décalage de villes qui adoptent des solutions industrielles, techniques, de grosses entreprises pour les vélos, mais il y a plein d'autres exemples du même genre. À l'époque où je travaillais sur les services aux entreprises et les services informatiques, mais d'ailleurs quelqu'un parlait de Valenciennes tout à l'heure, et en l'occurrence c'était le cas, il y avait un problème d'adaptation des entreprises industrielles de la région Nord-Pas-de-Calais par des conseils informatiques qui venaient de Paris et qui vendaient des solutions toutes faites, absolument inadaptées aux entreprises et qui faisaient couler ces entreprises. Donc il y a toujours cette question d'adaptation. Et dernier point, mais qui va dans le sens de l'expérimentation, quand on regarde au niveau de l'État, parce qu'effectivement l'État pousse le plan calcul et autres, le plan calcul d'aujourd'hui de l'État, c'est l'expérimentation, les living labs, le numérique, les startups d'État, les startups de territoire, etc., etc. Donc il y a une flopée, l'appel à manifestation coworking, donc il y en a presque trop, il y a une flopée d'incitation de l'État envers les territoires, quels qu'ils soient, de toute taille, à innover, à expérimenter. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que ça va devenir, parce que dès qu'on passe à la phase, et ça, il y a des structures comme Betagouv au niveau du gouvernement, enfin, des services du Premier ministre, qui, par exemple, mais il y en a d'autres, qui réfléchissent à ça. Comment on passe de la phase de j'ai un super produit, une super idée, à je la vends comme Steve Jobs, quoi. Tout le monde n'est pas Steve Jobs. Et puis, comment on passe à l'échelle? Comment on arrive à diffuser pour transformer? Transformation, c'est une masse de gens qui adoptent la même idée. Une autre intervention de la salle. Peut-être je vais me permettre une dernière question. Pour faire. On a parlé beaucoup d'innovation et un peu en introduction d'attractivité. On a très peu parlé d'appartenance, d'identité des territoires. On parle beaucoup de marketing urbain, donc attirer, mais d'identité, d'appartenance, on en a très peu parlé. Comment vous voyez que les petites villes peuvent innover en matière d'appartenance, en matière d'identité, sans tomber dans cette notion de marketing urbain qu'on voit un peu partout, dans le fond. Le Living Lab, on le voit, les Living Labs, les Fab Labs, les espaces de coworking, tout le monde joue sur les mêmes palettes. Alors, comment vraiment attirer, retenir, jouer sur notre identité? Voyez-vous une solution? Parce que Dunkerque est en compétition quand même avec d'autres villes. Je vais bien répondre rapidement, mais je passerai le micro. C'est un peu le pari, en l'occurrence, d'Action Cœur de Ville, que de remettre un peu de ressources patrimoniales, d'identité et d'histoire dans les lieux. Donc les lieux, ce n'est pas forcément les fonctions. Ça ne veut pas dire que les fonctions et les usages ne seront pas un peu les mêmes que ceux qu'on trouve dans d'autres lieux innovants, etc. Mais par contre, l'identité des lieux, elle est quand même très fortement ancrée, en particulier quand on est dans une dimension patrimoniale. Ça, encore une fois, ça peut être l'histoire industrielle, ça peut être une friche industrielle qui est transformée. C'est d'ailleurs en partie ici, le lieu a une identité extrêmement forte. C'est quand même des anciens docks, des anciens bâtiments du port, etc., qui sont transformés. Donc, même avec des fonctions d'usage relativement, entre guillemets, communs ou banales aujourd'hui, l'intérêt du réinvestissement des lieux existants, et c'est beaucoup dans ces cadres-là que se situent ces nouvelles fonctions, il est aussi de retrouver une espèce d'histoire, de récit de la ville autour de ce qu'elle a été et de ce qu'elle peut être demain. Et on le voit aussi beaucoup dans le bassin minier avec le projet Euralance, qui est un peu inspiré d'Hampshire Park, même si les fonctions, encore une fois, sont peu originales.
tout ce qui va derrière, tout ce que en racontent les porteurs des projets est quand même très ancré, à mon avis, est très ancré dans le territoire. Et pour revenir très rapidement sur ce que je disais à l'instant sur l'économie circulaire, plus on va rentrer aussi dans qu'est-ce qui fait la force ou la ressource de mon territoire, qu'elle soit d'ailleurs matérielle ou immatérielle, intellectuelle, historique ou agricole, alimentaire, forestière. Là aussi, on va se réancrer, comme je pense, dans une singularité, encore une fois reproductive, mais qui est liée à une géographie, à une histoire. Ce que disent les travaux théoriques sur le lien entre identité et innovation, c'est qu'il y a un lien. Le district industriel flamand, c'est la revanche des Flamands qui ont crevé de faim au XIXe siècle, qui ont été brimés par les Wallons. Le modèle breton, le modèle agricole breton, c'est l'identité bretonne, l'agriculteur qui ne veut pas voir partir ses enfants à Paris, qui donc crée un modèle endogène. La Vendée, c'est un modèle anti-républicain. C'est le clergé qui a industrialisé cette partie du Choletais pour éviter que les filles n'aillent se démoraliser au sens propre dans les grandes villes. Donc il y a un lien entre une identité un peu traditionnelle, d'ailleurs, et l'innovation. C'est assez fascinant, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une identité très traditionnelle, une culture très rurale et catholique, souvent produit de l'innovation. Alors, concernant la deuxième partie de votre question, le marketing, les sociologues montrent que l'attractivité des villes n'est pas la même selon le cycle de vie. Voilà, je suis un jeune start-upper, j'ai envie de réussir dans la vie, j'ai fait une grande école, je vais m'installer dans un quartier dynamique, plein d'espaces de coworking à Londres ou à Paris. Après, quand je deviens père de famille, j'ai déjà d'autres aspirations. Peut-être que je vais aller habiter à Lyon ou à Toulouse parce que j'aurais peut-être envie d'acheter une maison. Et puis, les personnes âgées, elles préfèrent être dans des petites villes tranquilles où il y a moins de délinquance. Donc c'est une question complexe parce que les aspirations résidentielles évoluent beaucoup au cours du cycle de vie. Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser justement à cette histoire d'identité. C'est qu'il faut, des réseaux, des espaces qui puissent être flexibles. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Et on bute là sur la question des procédures, de l'opérationnel et autres. Et donc, comment faire des espaces hybrides, mixtes, qui vont s'adapter aux différentes activités qui vont venir, parce qu'elles vont essayer, ça va échouer, on va recommencer autre chose. Comment créer des outils qui permettent à la ville de se transformer tout en rentrant dans ces procédures. Et quand je parlais de Living Lab, d'expérimentation, on bute là-dessus, sur comment expérimenter dans des cadres. Voilà, il faut vraiment que... Oui. Merci beaucoup. Peut-être Maxime Muret souhaitait ajouter encore un mot, répondre à la question télé... Je ne sais pas s'il est encore avec nous. Pas très long, on a tous faim. Simplement sur l'identité et l'innovation en matière de mobilité, c'est très fort. C'est très fort parce que les projets de transport et de mobilité sont souvent des projets urbains fortement portés par l'ensemble des acteurs du territoire et du coup aussi mis en avant dans les communications officielles. Mais ce n'est pas pour autant que ces stratégies de marketing urbain vont à l'encontre de l'identité sociale des villes, comme ça a été dit. Aujourd'hui, il y a une fierté à Dunkerque de porter ce projet de gratuité des transports, y compris chez les habitants. Et même s'il y a du coup une stratégie de marketing plus large de la ville sur cet aspect, je pense que tout est lié. Voilà. Okay.